Bonjour à tous. IA et souveraineté. Forcément, avec l'actualité récente et les décisions de Mistral, je vais sortir du cadre de mon support prévu pour cette vidéo. Je vais largement faire des digressions. Et c'est aussi pour ça que j'avais un petit peu bouleversé le rythme de mes vidéos, le planning de mes vidéos. Donc allons-y. Jingle. On va essayer de regarder de façon pragmatique le sujet et les cartes que l'Europe peut encore jouer. Et puis on voit qu'effectivement, bah, on pensait avoir certains atouts dans les mains sur le sujet de la souveraineté. Peut-être que ça va être une façon de lire les choses. En tout cas, c'est ce qu'a essayé de nous dire notre ministre du numérique sur le sujet. J'ai vu certaines réactions qu'elle a pu avoir, notamment sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn. Je suis pas convaincu de la réponse. Il va falloir mieux me convaincre. C'est pas encore clair pour moi. Si on regarde l'état de l'IA mondiale, l'IA en 2025-2026, disons que là, on a clairement, mais c'est même plus déséquilibré, c'est extrêmement déséquilibré. On a un rapport de force qui est largement à l'avantage des titans américains. Qui on va trouver? Évidemment, OpenAI, GPT 5.3, 5.2, 5.3 maintenant, je crois. On s'est valorisé à 100 milliards, à 100 milliards de dollars d'investissement par Microsoft. On a Google DeepMind, pareil, Gemini 3. Alors la version exacte, je ne l'ai plus, mais voilà, vous le savez, hein, c'est un des mastodontes. On a évidemment Anthropic, avec Claude Sonnet, Claude Opus, Claude Fable 5 maintenant, on a pardon Fable 5, on a évidemment aussi Mythos qui a été annoncé. Disons que voilà, là, je vous l'ai dit, hein, mon support a été préparé il y a un petit moment, je précipite et du coup je n'ai pas réactualisé un petit peu justement toutes les versions de ces titans. Ça bouge tellement vite de toute façon qu'à un moment, de toute façon ma vidéo sera bien périmée à un moment, hein. Meta, qui est un peu plus en retrait avec Llama, et puis après on en arrive à nos amis chinois, on a DeepSeek, mais on a aussi maintenant GLM, ZGLM, qui est absolument fabuleux. On a maintenant aussi Kimi K3, qui est en train d'exploser les compteurs et de démontrer que l'open weight ou l'open source, mais là pour le coup de l'open weight, fait à la sauce chinoise, peut largement voire dépasser finalement cet ordre établi de nos titans. Ils sont des titans financiers, ils sont basés sur un consensus global financier avec Nvidia. C'est les acteurs américains, mais on s'aperçoit que la solution chinoise et peut-être l'inventivité chinoise, quand on lui met des bâtons dans les roues, fait qu'elle est capable de sortir des choses fabuleuses. Et que c'est aussi c'est intéressant de se dire que du coup on est face à un marché qui est extrêmement volatile, extrêmement rapide, et cette volatilité elle est internationale. Effectivement, l'Europe dans le tableau, elle est absente du top 5 mondial, mais elle n'est pas hors course. Mais effectivement, il y a Mistral, il y a Amilab, on y reviendra sur Amilab. Mistral, oui, hein, je ne demande qu'à comprendre. Je demande qu'à remettre les pièces dans l'ordre entre ce que M. Mensch disait au World Economic Forum à Davos et ce qu'il a dit il y a quelques jours. Je ne demande qu'à comprendre, et moi j'aime bien comprendre, donc si on m'explique, je ferai l'effort de comprendre. C'est pas clair. La question, c'est certainement pas est-ce qu'on peut battre OpenAI. Est-ce qu'on peut battre alors OpenAI, moi je trouve que du coup il est en plein déclin, hein, en ce moment il y a des signaux très négatifs. Par contre, est-ce qu'on peut battre un Anthropic? Est-ce qu'on peut faire mieux qu'un Google DeepMind? Est-ce qu'on va être capable de se positionner sur la compétition qui est en train de lancer la Chine avec DeepSeek, avec plein de modèles qui sont en train de sortir?
Voilà, c'est extrêmement, extrêmement intéressant. Ce qui est intéressant avec le marché chinois, c'est leur approche de l'IA plus frugale, plus, plus raisonnable en termes de compute, en termes de besoin d'énergie et tout le déséquilibrage environnemental que provoque ce besoin énergétique. Forcément, je dois quand même parler de notre pépite française. Elle est toujours notre pépite française. Encore une fois, je veux comprendre. La start-up qui a été fabriquée par Arthur Mensch, Guillaume Lample et Timothée Lacroix, c'est un bijou, c'est un bijou français. Et jusqu'à preuve de contraire, il est toujours, et il n'y a pas de raison qu'il soit plus un bijou français. Par contre, il démontre le fait que si l'Europe va pas suffisamment vite pour investir, eh ben, moi je pense que la seule explication c'est de se dire ils sont obligés d'aller chercher les synergies et l'argent là où elle est. Et ils sont obligés de se positionner sur le marché. Sinon, effectivement, ils ont le risque d'être complètement dépositionnés. C'est un peu la situation actuelle. Faire un deal avec un Microsoft, est-ce que c'est raisonnable? Non. Est-ce que c'est souhaitable pour eux? Probablement. Mais c'est compliqué à lire, du coup. Qu'est-ce que ça va donner? Du coup, c'est compliqué à lire pour tout le monde. En tout cas, ce qui est intéressant, et je pense que ça reste un invariable, et puis d'ailleurs, il y a des sociétés américaines qui sont sur ce principe, hein. Je pense à Meta, pour le coup, hein, qui cherche, avec l'IAMA et ainsi de suite, à conserver de l'open source sur l'IA, et qui n'ont pas une position qui est aussi ferme qu'un OpenAI sur le sujet. Mais en tout cas, la stratégie de Mistral, ça reste une stratégie open source d'abord. Depuis 2023 jusqu'au dernier modèle agent qui sont en train de produire, et puis les initiatives Mistral OCR et ainsi de suite, énormément de choses sont mises en open source, et même les choses les plus importantes restent en open source, et ça fait partie de la façon dont Mistral AI est construit. Et ça, pour le coup, je vois pas que ce soit un élément de variation. Ce qui est intéressant aussi, hein, c'est qu'ils vont, hein, vers les approches MOE, hein, Mixture of Experts, depuis finalement assez longtemps, et la volonté d'avoir des modèles qui sont en cohérence avec l'état de l'art. Donc effectivement, on est face à une scale-up en pleine accélération. La valorisation, elle est à 11,7 milliards. C'est je crois, oui, c'est la première décacorne française. Enfin, c'est une des décacornes françaises, première en Europe. Je suis plus sûr exactement. 830 millions de dettes levées en mars 2026 pour acheter 13 800 puces Nvidia. Donc effectivement, ça utilise des solutions technologiques américaines. Donc il y avait de toute façon déjà des couplages sur ce genre de choses. Et puis la volonté d'ouvrir un data center près de Paris, opérationnel au Q3 2026, donc là maintenant, bientôt. La totalité des fonds levés et engagés, 2,8 milliards d'euros. Et puis, effectivement, il nous avait dit, hein, à Davos, ils étaient venus, enfin, Arthur Mensch était venu en janvier 2026 avec l'objectif et annoncé un objectif de dépasser le milliard d'euros de revenus pour 2026. Ça reste effectivement de toute façon une structure française. Et la façon dont elle fait son business, bah, de toute façon, l'objectif, c'est de faire fleurir l'entreprise française. Donc, clairement, si on regarde l'adoption au niveau client et ainsi de suite, 450 millions, dont plus de 1000 sont des clients stratégiques. Le chat de Mistral, hein, la solution, le client web, 1 million de téléchargements en 14 jours quand il a été annoncé, 10 000 agents publics français qui testent les modèles de Mistral, et le trafic estimé 10,8 millions de visites sur la partie desktop sur Mistral AI. Et ça, c'est les chiffres de mars 2026. Les partenariats de cette structure, c'est quand même vraiment intéressant. Airbus, BMW, ASML, CMA, CGM. On parlait encore de grosses entreprises et de leadership européen, c'est CMA, CGM, et puis HSBC. On va aller un peu plus loin que Mistral, parce qu'effectivement, je pense que c'est trop tôt pour vraiment tirer des conclusions sur ce qui est en train de se passer entre Mistral et Microsoft.
Mais voilà, on va essayer de sortir un petit peu de... Voilà, j'ai fait ma digression, je vais essayer de rentrer un petit peu plus sur mon support. On va parler de l'écosystème IA européen. Et au-delà de Mistral, des forces au niveau européen, on en a, et pas des moindres. C'est ce que vous allez voir. En premier lieu, il y a un peu le hub de ce qu'on peut utiliser de façon un peu open source, facilement et avec des choses comme, Oliama par exemple, que vous pouvez utiliser, vous pouvez aller récupérer via Oliama. Hugging Face. Effectivement, c'est à New York, c'est une société qui est aux États-Unis, mais qui est fondée par des Français. Qui est fondée par, encore une fois, ce qui sort, l'excellence qui sort des structures universitaires et du monde universitaire français. Il faut considérer Hugging Face comme le GitHub de l'IA. Euh, c'est clairement tout ce que vous voulez en termes de modèle open source, vous allez le récupérer sur Hugging Face. Après, qu'est-ce qu'on a? On a Aleph Alpha, qui est allemand, une IA souveraine pour l'administration, le partenaire du gouvernement allemand. Nous, on a eu des convenus sur le sujet de l'IA souveraine. Ça m'avait fait du mal parce que c'est le prénom de ma fille. Mais voilà, on avait une initiative française qui s'appelait Lucie et ça, bon, ça n'a pas très très bien marché. Il y a QTI à Paris, c'est un labo de recherche IA open source fondé par Xavier Niel et qui produit des modèles vocaux comme par exemple Moshi, enfin au moins un modèle vocal qui s'appelle Moshi. Et puis je vous l'ai dit, on a l'INRIA, Centrale Supérieure, l'école normale supérieure, l'INRIA. On a un niveau de recherche fondamentale autour de l'IA qui est pas de niveau mondial, qui est la référence mondiale, on va être plus clair. Et puis on a Monsieur Lequin, Yann Lequin, qui est français et qui est revenu sur une levée de fonds assez phénoménale en milliards pour son projet Amilab. On a aussi côté allemand, Lion. Alors comment ça se prononce? J'en sais rien, je vais dire Lion. Association à but non lucratif, créatrice de datasets européens pour stable diffusion. Et puis la partie Aleph Alpha Faria, les modèles LLM souverains pour l'administration. Au niveau du reste de l'Europe, on a aussi AI Sweden qui fournit des modèles LLM en langue nordique. Donc ça, c'est vraiment, on est sur de la niche spécifique. Et puis la fondation Eleutheria AI qui contribue massivement à la production de modèles open source. Forcément, je fais un petit focus sur Yann Lequin, qui est quand même l'un des pionniers de l'IA, qui est le pionnier des réseaux de neurones convolutifs. J'avais dit dans une de mes vidéos que je ferais probablement pas de sujet technique sur l'IA, et puis comme il n'y a que les imbéciles qui changent pas d'avis, j'ai changé d'avis. Alors, est-ce que ça veut dire que je suis pas un imbécile? J'ai la prétention de le croire. Mais en tout cas, oui, je me lance dans une série de vidéos que je ferai probablement sur l'Arc Tech and Dev pour essayer de vulgariser un peu l'IA. En gros, qu'est-ce que ça va être? Ça va être le support de formation que j'ai pas eu et qui me manquait à un moment. Depuis, je me suis formé et puis effectivement, je me suis dit que c'était pertinent d'aller vers une approche l'IA expliquée à mes enfants. Et c'est exactement ce que je m'apprête à faire. Donc oui, j'ai changé d'avis. Oui, l'IA, elle est capable de nous apprendre le fonctionnement de l'IA, mais je trouve qu'on en voit les limites, elle n'est pas forcément capable de le faire très très bien. Et je vous encourage, si vous voulez ne pas être mal à l'aise avec le sujet de l'IA, formez-vous. Faites des formations avec des vrais gens, avec des vrais humains dedans. Voilà, c'est le conseil que je vous donne. Mais donc, pour en revenir à notre ami Yann Lequin, effectivement, il a quand même le prix Turing 2018. Rien que ça. Et quelque part, bah, c'est un peu notre champion français, européen de l'IA. Êtes-vous au courant? Effectivement, depuis le forum sur l'IA qu'il y a pu y avoir, il y a eu un plan IA France 2030. Et quelque part, la France, elle investit. La vraie question qu'on va se poser, c'est est-ce que c'est suffisant? Les actions annoncées entre 2024 et 2026, 200 milliards de flux d'investissement annoncés lors du sommet pour l'action sur l'IA. C'était très beau, avec les petits événements
au Grand Palais, c'était très 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 beau. Dont 109 milliards de dollars de projets d'infrastructure IA, data center, cloud, énergie. Et effectivement, l'une des forces notamment de la France, et probablement en premier lieu de la France, c'est notre capacité à fournir de l'énergie décarbonée et d'en produire de façon massive. On s'est posé des questions sur la qualité de notre infrastructure nucléaire à certains moments, mais clairement, c'est une des forces françaises et du coup, venir faire un data center et faire du cloud en Europe et en France, pour le coup, ça a énormément de sens parce que du coup, c'est des data centers qui vont fonctionner sur de l'énergie décarbonée. Et finalement, voilà, si on reparle de Mistral, il y a peut-être du sens là-dessus aussi. Enfin, on va essayer de rechercher du sens là-dessus. Mistral soutient BPI France et investit direct et fait des investissements indirects via l'État. Donc il y a quand même pas mal de choses concrètes. Hein. Il y a toute la partie calcul IA public. Jean Z du CNRS, Idriss CNRS, et la volonté d'avoir un super calculateur public le plus puissant d'Europe. Donc là, il y a quand même des choses concrètes qui se sont dites et qui se sont annoncées et officialisées avec ce plan IA France. Et on va revenir un petit peu sur le sommet IA de Paris en février 2025, co-précisé par la France et l'Inde. Et c'est intéressant de voir effectivement qu'on recherche une dimension internationale sur le sujet de l'IA. Il y a eu la publication d'une déclaration internationale sur l'IA inclusive. Donc effectivement, on voit la force de l'Europe sur la capacité à réguler et être ce fameux nid démocratique. 60 pays signataires, donc ça fonctionne. Mais bon, pas les États-Unis, pas le Royaume-Uni sur certains points. Donc effectivement, le Royaume-Uni, c'est plus problématique. Les États-Unis, c'est sans surprise. Complètement sans surprise. Et puis la création de l'IASP, l'International IA Safety Panel, qui est en fait effectivement un panel, un groupe d'experts indépendants qui va traiter des problématiques autour de l'IA, typiquement des problématiques graves d'alignement, de contingence des IA et ainsi de suite. Il y a énormément de sujets sur lesquels, oui, il est quand même urgent, important qu'on ait des hommes compétents et des sommités, ou des femmes compétentes, excusez-moi, qui s'accaparent ces sujets. Je reviens sur l'enjeu énergétique de l'IA. L'IA, si vous n'avez pas compris, mais je pense que c'est pas le cas, c'est même pas qu'elle a besoin d'énergie. Et d'ailleurs, Arthur Mensch l'avait dit très très bien, c'est de transformer de l'énergie en intelligence. C'est en gros ce qu'il a dit, et je pense que la formulation est bonne. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'Europe, elle a plein de cartes à jouer, elle a des atouts, on a énormément d'atouts, la France a des atouts, et c'est probablement comme ça qu'il faut s'approprier le sujet. Si on essaye de regarder le coût énergétique d'une IA, un GPT-5, ça consomme pratiquement rien. C'est tout petit, c'est juste 550 mégawatts-heure. Rien, une broutille. Une requête ChatGPT, si on prend la version de GPT 4o, ça consomme entre 0,3 et 0,4 Wh par prompt. Soit l'équivalent d'un chargeur de téléphone pendant 30 minutes. Pareil, rien. Et du coup, j'avais déjà un peu traité de ça quand on avait parlé de l'IA open source, c'est 10 fois plus qu'une recherche Google. Voilà, ça permet d'avoir un petit peu un ordre d'idée. Donc un data center IA versus un data center traditionnel, vous allez me dire, ça reste quand même des serveurs qu'on met dedans, mais allez voir les serveurs qui sont utiles pour faire de l'IA, vous allez vite comprendre. Un data center dédié à l'IA, ça consomme 4 à 5 fois plus qu'un data center traditionnel. Donc non, c'est pas les mêmes choses qu'on met dedans. Les systèmes d'IA, ça représente déjà 20% de la consommation électrique de tous les data centers qui sont en place. C'est-à-dire que tout ce qu'on a mis en place pour faire de l'IA, c'est déjà 20% de tout ce qu'on avait mis en place pour faire de l'Internet depuis le début d'Internet, pour faire simple. Et une part qui pourrait atteindre 49% très rapidement d'ici probablement 2030. L'énergie représente 54% des dépenses d'exploitation d'un data center. C'est pas surprenant. C'est-à-dire qu'effectivement, le nerf de la guerre, ça reste quand même l'énergie. Si je dois encore insister pour dire qu'on a une carte à jouer, je sais pas ce que je dois faire de plus.
Pour être encore plus concret, un serveur NVIDIA DGX H100, c'est un petit peu la référence technique de ce qu'on utilise pour faire pour l'IA, ça consomme jusqu'à 10,2 kWh à lui tout seul. Pareil, une bagatelle. L'usage de l'IA, ça représente par personne quelques secondes de douche pour l'eau et quelques secondes de micro-ondes pour l'énergie. Dit comme ça pourrait pas être considéré comme impressionnant. Mais en gros, là, je suis simplement en train de vous dire que finalement, quand vous bossez, vous êtes en train de vous doucher en permanence et vous êtes en train de cuisiner en permanence, c'est quasiment la même chose. Ah, ça fait réfléchir différemment. Donc, on en arrive au concret. L'énergie nucléaire française, c'est un énorme avantage compétitif. C'est probablement une des clés du retour à la souveraineté de l'Europe. Donc effectivement, si vous ne comprenez pas, en tant que Français, en tant qu'habitant de la France, on a une responsabilité que de porter ces sujets, de dynamiser ces sujets et de fabriquer avec l'aide de nos institutions, avec l'aide de nos maillages d'entreprises et de s'impliquer dans nos entreprises pour rappeler que rien n'est perdu. Je n'ai pas encore fini mon cycle, mais vous voyez un peu où je veux aller. Exaion, la filiale d'EDF, elle mise exactement là-dessus. La vraie question, c'est de savoir comment on va faire des regroupements, des associations à l'échelle européenne pour rivaliser avec des entreprises qui ont, elles, une dimension continentale. Un GAFAM, n'importe lequel, ça a une dimension continentale. Nos entreprises, elles doivent se positionner sur une dimension continentale. Alors, effectivement, dans la prochaine vidéo, on va commencer à aller regarder, revenir dans mon terrain de prédilection, l'ouverture, le sujet de l'open innovation et de l'innovation, et puis on va essayer de parler solutions pour le coup, levier stratégique et solutions. À demain!